Mon premier discours sur le budget a pour toile de fond le contexte très particulier de la Covid-19. La pandémie de la Covid-19 est une épouvantable tragédie humaine. Des gens ont perdu leur être cher, leurs proches, leur emploi et leur entreprise. Nous émergeons tout juste de la vie au-delà du confinement et il y a un long chemin pour atteindre une vie au-delà du coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes à un moment décisif de l'histoire de Maurice. Désormais, il nous faut tirer des leçons de cette crise et nous reconstruire. Ce budget est d'une importance capitale car les mesures et décisions impacteront directement sur toute une population dont les vies ont été bouleversées par cette pandémie. Plus que jamais, ce peuple a besoin d'un budget à la hauteur de la situation, au-dessus de nos intérêts personnels ou politiciens. Je suis inquiète par rapport à l'avenir du pays. Une prévision du taux de chômage annoncé par le ministre des Finances à 17%, qui se chiffre à 100 000 chômeurs d'une population active d'environ 500 000 personnes. Le taux de chômage en 2019 était de 6,7%, une hausse de presque 154% prévue. Ce budget doit avoir pour mission principale de faire repartir l'économie, de générer et sauver les emplois, sauvegarder les moyens de subsistance et sauvegarder la dignité de nos concitoyens affectés en leur donnant les moyens pour se relever de cette catastrophe. Bien entendu, aucun budget ne saurait faire l'unanimité dans son intégralité. Et notre rôle comme parlementaire est d'évaluer ses points forts, ses faiblesses et son impact sur notre pays et sur la population. C'est donc avec un œil critique que je m'exprime, pour mettre les failles en évidence avec l'espoir qu'avec des critiques constructives, arriver à notre but à tous. Avant toute chose, pour que notre pays se relève plus fort et plus prospère. Monsieur le vice-président, permettez-moi de remercier les frontliners qui, pendant cette rude épreuve de crise sanitaire et d'un confinement de presque 2 mois et demi, ont travaillé sans relâche et de façon altruiste pour garder toute la population en sécurité et en bonne santé. Je salue la prime allouée aux policiers et au personnel hospitalier, mais j'estime que tous les autres frontliners du secteur public et privé méritent aussi notre immense gratitude. Monsieur le vice-président, en ce temps de crise économique, il est demandé au peuple mauricien de se serrer la ceinture. L'effort est requis de partout et de tout le monde. Et l'exemple doit impérativement venir d'en haut. Faire des économies ne veut pas seulement dire réduire les dépenses, mais aussi avoir une gestion des fonds publics en toute transparence et responsabilité, afin de donner confiance à l'adhésion de la population à cette solidarité demandée d'elle. Monsieur le vice-président, on demande aux Mauriciens d'être solidaires et patriotes. Est-ce solidaire et patriote de demander aux Mauriciens de contribuer plus que certains étrangers? Est-ce solidaire et patriote de refuser l'accès au pays à des Mauriciens bloqués en mer? Est-ce solidaire et patriote d'expulser des citoyens de leur chez eux en plein confinement? Monsieur le vice-président, mon intervention sur ce budget va aborder essentiellement 2 sujets. La santé et le tourisme. Mes collègues du MMM ont déjà pris ou prendront le relais pour les autres aspects. Monsieur le vice-président, je suis soucieuse de la santé de nos citoyens. Nous tous, nous n'oublierons jamais cette angoisse d'être peut-être infectés ou d'infecter nos proches. Et le choc et la tristesse d'apprendre le décès de 10 de nos compatriotes. Et je sympathise avec ces familles endeuillées. Je souhaite que nous ne revivrons plus jamais ce cauchemar. La crise de la Covid-19 montre clairement le besoin de renforcer notre résilience face aux pandémies et à d'autres situations d'urgence et dans l'immédiat de consolider notre système de santé publique. Pendant la pandémie, des failles ont été mises au grand jour, comme le manque d'équipements de protection pour nos frontliners. Médecins, infirmiers et personnels d'hôpitaux et de centres de quarantaine ont dû côtoyer et soigner des patients
atteints de la Covid-19 avec, par moments, peu de protection et la peur au ventre. Nous savons que la particularité de ce virus est qu'il est hautement contagieux et donc nécessite une protection adéquate en permanence, surtout lors des contacts avec les patients infectés. Le rapport du directeur de l'audit fait d'ailleurs état des lacunes du ministère de la Santé chaque année. Les ruptures de stock de médicaments sont chose fréquente, ce qui indique un réel besoin de revoir la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Au paragraphe 209 et 210, ce budget décide enfin de donner suite aux recommandations du directeur de l'audit et d'améliorer la gestion des fonds publics. Cela, malgré qu'année après année, ce rapport vient démontrer clairement l'énorme gaspillage des fonds publics sans que rien ne change. Je note avec une lueur d'espoir que ce gouvernement décide enfin d'agir sur ces continuelles recommandations, et encore en espérant qu'elles seront bien mises en application. Des milliards de roupies sont gaspillés à travers la mauvaise gestion des stocks de médicaments et d'équipements médicaux. Méthodes d'achat inadaptées, non-conformité aux règles d'achat et mauvaise planification d'achat font que les ruptures sont courantes. Par conséquent, soit les produits achetés en urgence à un coût beaucoup plus élevé entraînent un gaspillage, soit les produits sont achetés au détriment de la qualité et peuvent affecter l'efficacité ou même mettre à risque la santé des patients. Les appareils médicaux sont souvent achetés sans service après-vente adéquat et sont fréquemment hors d'usage et pendant de longues périodes. Mauvais usage, manque d'entretien et réparation retardée entraînent aussi défectuosité et défaillance de ces appareils. Ces délais ont pour conséquence une détection tardive de maladies ou des retards pour prodiguer des soins curatifs, pouvant entraîner des répercussions dramatiques et fatales sur la santé. Il est grand temps de réparer convenablement et remplacer ces appareils dépassés et défectueux. Il est grand temps de réduire les grandes dépenses inutiles liées aux traitements médicaux à l'étranger et investir dans des appareils afin de pouvoir prodiguer localement certains soins et interventions chirurgicales. Ce budget prévoit qu'un nouvel entrepôt destiné à stocker les médicaments soit construit. Une construction qui se faisait attendre car l'entrepôt actuel a des capacités insuffisantes et dans un état non conforme. En 2015, le Public Accounts Committee avait qualifié de choquant l'état de cet entrepôt. Et cette même année, les médicaments périmés ont entraîné un gaspillage de 105 millions de roupies. De 2005 à 2015, le gaspillage en médicaments périmés s'évalue à 1 milliard de roupies. Monsieur le vice-président, le traitement des maladies non transmissibles représente un lourd fardeau sur le système de santé et l'économie du pays. Il est estimé que pour chaque hausse de 10% en taux de mortalité due aux maladies non transmissibles, la croissance économique est réduite de 0,5%. En 2012, les fatalités causées par les maladies non transmissibles ont réduit le subséquent PIB de plus d'1 milliard de dollars, selon la région africaine de l'OMS. En 2016, 88,7% des causes de mortalité étaient principalement dues aux maladies non transmissibles. Chaque année, un budget est alloué sous les thèmes « Prevention of Non-Communicable Diseases » and « Promotion of Quality of Life ». Et cette année, elle est de 101 millions de roupies. Une étude du représentant de l'OMS à Maurice, publiée en mars cette année, analyse les faiblesses de notre système médical pour la prévention et le soin des maladies non transmissibles. Cette étude trouve de nombreuses lacunes et dénonce un manque de sensibilisation et de responsabilisation de la population envers les maladies non transmissibles et souligne un manque de volonté politique. Monsieur le vice-président, nous avons constaté comment certaines personnes sont plus susceptibles à développer des complications liées à la COVID-19, surtout quand ces personnes souffrent de pathologies antérieures telles les maladies non transmissibles.
La comorbidité est un facteur aggravant pour les patients de la COVID-19 et malheureusement une association parfois même mortelle. L'activité physique joue un rôle prépondérant de la prévention et de soins des maladies non transmissibles et donc joue aussi un rôle important pour prévenir les conséquences graves de la COVID-19. Le budget alloue 18 millions pour l'Awareness and Sensitization Campaign. Malgré cela, l'étude menée par l'OMS à Maurice a conclu que les actions requises pour promouvoir l'activité physique dans le cadre de prévention des maladies non transmissibles sont limitées et restreintes. Les analyses de l'OMS parlent d'elles-mêmes. L'étude démontre aussi que la sensibilisation à l'activité physique et les programmes d'éducation physique dans les écoles sont inadéquats. Une culture sportive et active devrait débuter dès le plus jeune âge, qui donnerait à ces enfants davantage de chances de devenir des adultes actifs. Ce budget double la taxe actuelle sur le sucre pour but de réduire la prévalence du diabète à Maurice. Depuis le 5 juin déjà, les boissons sucrées telles que les jus et boissons gazeuses ont augmenté. Et à partir du 1er novembre, des rayons entiers de supermarchés vont à la hausse avec l'augmentation de prix de grands nombres de produits comme biscuits, chocolat, céréales, yaourts et j'en passe. Pour que cette mesure porte vraiment ses fruits, elle devra être couplée d'une plus performante stratégie de sensibilisation et d'une meilleure volonté politique. Monsieur le vice-président, permettez-moi de faire une parenthèse sur le sport de haut niveau. Pendant le confinement, les athlètes de haut niveau étaient livrés à eux-mêmes, dans le flou et sans direction nécessaire. Le budget prévoit une enveloppe de 5 millions de roupies pour la préparation aux Jeux olympiques de Tokyo et 10 millions de roupies pour celles de Paris. Permettez-moi de partager mon expérience en tant qu'athlète qualifié des Jeux olympiques de Pékin de 2008. Je prends l'exemple de mon sport, le badminton, dont les critères de qualification aux Jeux olympiques se basent sur les 10 meilleurs résultats au cours d'une année des compétitions entérinées par la Fédération internationale. En faisant un simple calcul, au badminton, l'athlète doit donc participer à un minimum d'une compétition par mois au cours de la période de qualification de 12 mois. Et c'est le strict minimum. Car ce serait inhumain qu'un athlète fasse un sans faute sur chacune des compétitions, d'où la nécessité d'une participation à plus de 10 compétitions. Je vous laisse faire le calcul. Un minimum de 10 allers-retours sur une année de Maurice vers l'étranger. Ajoutez à cela les frais de logement. Et c'est le compte uniquement pour un seul athlète. Cet exemple démontre l'ampleur des exigences financières d'une qualification olympique. Avec la dotation maigre du budget, la plupart des athlètes devront donc se fier sur d'autres sources de financement pour espérer se qualifier pour les Jeux olympiques. L'île Maurice abrite de nombreux athlètes de grand potentiel. Il faudra juste avoir foi en eux et leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel. Monsieur le vice-président, le virus de la COVID-19 n'attaque pas seulement notre santé physique, elle augmente également les souffrances psychologiques. Un nombre croissant de personnes sont proies à l'angoisse à cet avenir incertain. Plus de 200 000 personnes souffrent déjà de troubles mentaux à Maurice, dont la majorité souffrent de dépression. Ce budget néglige l'importance d'une bonne santé mentale, malgré que la pandémie de la COVID-19 frappe désormais avec un stress mental supplémentaire. Et qui se soucie de la santé mentale de ces hommes, femmes et enfants qui, en addition, subissent le traumatisme et déchirement de témoigner leur chez-soi détruit par des bulldozers? Monsieur le vice-président, le virus a aussi démontré la vulnérabilité des seniors. Il est démontré que la santé physique est étroitement liée à la santé mentale. Je plaide donc pour la mise sur pied d'un programme pour améliorer l'espace social des seniors, un programme qui va plus loin que les clubs du troisième âge et qui vise à améliorer
et qui vise à l'amélioration de l'estime de soi à travers une revalorisation de leur expérience de vie. Cela contribuera grandement pour les faire trouver une place digne dans la société, d'où une amélioration de leur santé mentale. Monsieur le vice-président, au paragraphe 252, une introduction d'un indice de la qualité de l'air sera utile pour surveiller et évaluer la qualité de celle-ci. Mais quelles sont les mesures prises pour contrôler la pollution de l'air et sanctionner si les indices sont trop élevés? À moyen et long terme, améliorer la santé environnementale de notre pays signifiera réduire la vulnérabilité des habitants aux pandémies futures en améliorant leur état de santé. Prendre en compte et réglementer les facteurs environnementaux qui agissent sur des aspects de la santé et du bien-être humain, tels les agents physiques, chimiques et biologiques dangereux présents dans l'air, l'eau, les sols, les aliments et d'autres milieux. Développer de façon extensive l'agriculture locale est louable et nécessaire. Mais par souci de protéger la santé de nos citoyens, le taux de pesticides dans les légumes produits et mis en vente localement doit être soumis à de contrôles plus stricts et les contrevenants doivent être sanctionnés plus sévèrement. Nombreux sont nos médecins qui n'hésitent pas à dire que le taux incontrôlé et excessif des pesticides dans les légumes que nous consommons est étroitement lié à l'augmentation des cas de cancer. Monsieur le vice-président, la protection et le bien-être des consommateurs ne doivent pas être cantonnés qu'à un étiquetage obligatoire pour les produits végétariens, mais devrait aussi rendre obligatoire l'étiquette nutritionnelle sur tous les produits alimentaires. Monsieur le vice-président, cette pandémie a mis en évidence par surcroît l'importance de l'accès à l'eau. Pas juste à une eau propre à la consommation, mais à l'assainissement, ayant le pouvoir de freiner la transmission des maladies infectieuses. Budget après budget, ce gouvernement prône l'amélioration de la distribution d'eau, une promesse de l'eau 24/7 qui s'essouffle. Il est maintenant grand temps pour que ce gouvernement s'investisse pour répondre à ce besoin légitime de toute la population. L'eau n'est pas un luxe, mais une nécessité de base. Toute privation atteint la personne dans sa dignité de citoyen du XXIe siècle. Monsieur le vice-président, j'ai écouté attentivement au plan de soutien de notre secteur du tourisme. Tout comme les 130 000 personnes employées directement et indirectement dans ce secteur, non seulement je suis restée sur ma faim par le manque de substance et de contenu, mais aussi déconcertée d'entendre qu'il n'y a absolument aucune stratégie pour sauver les emplois. Tous ces employés sont dans le flou et dans l'angoisse, car ils constatent que non seulement les amendements au Workers' Rights Act facilitaient déjà leur licenciement, mais désormais que rien n'est fait pour empêcher les hôtels et autres opérateurs touristiques de mettre à la porte leurs employés. Ceux qui seront licenciés se retrouveront-ils qu'avec une allocation mensuelle de chômage technique de 5 100 roupies, et cela pour les 6 mois à venir? Qu'adviendront-ils au-delà de ces 6 mois? Bénéficieront-ils aussi du Transitional Unemployment Benefit? Des questions qui restent sans réponse. Dans ma circonscription, le Club Med emploie de nombreux habitants de cette région, notamment d'Albion, Canotte, Gros-Caillou et Petite-Rivière, et ces mandants me partagent leur affliction et inquiétude par rapport à leur avenir. Ces pères et mères de famille trouvent que cette modique somme est nettement insuffisante pour payer les factures, loyers et de quoi se nourrir leur famille. La préoccupation est aussi du côté des agences de voyage, restaurants, plaisanciers, chauffeurs de taxis d'hôtel, artisans, artistes, fournisseurs de légumes aux hôtels. Et qu'adviendront de ces self-employed qui dépendent du tourisme? Le tourisme mérite une attention particulière. Ce secteur sera sans nul doute le plus affecté par la crise économique, déjà de par l'incertitude du timing de la reprise de ces activités et de la durée de la pandémie. Non seulement une centaine de milliers d'emplois sont en jeu, mais le tourisme représente 24% de notre PIB, source importante de devises étrangères, ayant un effet multiplicateur
est vital à notre économie. Ce serait plus juste de venir avec une stratégie de sauvegarde d'emploi spécifique au secteur touristique. Pourquoi ne pas avoir étendu le Wage Assistance Scheme? Par rapport à l'aide accordée à notre transporteur national Air Mauritius, il est nécessaire que des sommes soient allouées pour la sauvegarde des emplois. Je salue néanmoins les exemptions de paiement des licences et de location de terrain de l'État. Mais ces frais ne représentent qu'une infime partie des charges totales des entreprises. Est-ce que ce sont ces mesures qui les sauveront? Selon l'organisation Tourism Economics, la demande internationale pour les voyages ne retrouveront pas son rythme habituel avant 2023. En Suisse, les entreprises du tourisme se retrouvent avec des dépenses additionnelles, une plus grande contribution à travers la CSG. La dure réalité sera le nombre massif d'employés au chômage technique et une reprise à la normale pas prévue pour un avenir proche. Il faudra donc mettre en place des mesures d'encadrement et plans d'aide pour une réorientation et formation à d'autres métiers. Au paragraphe 88, le budget parle de l'élaboration d'une nouvelle stratégie par la MTPA et l'EDB. Toute élaboration nécessitera certainement de temps et la sauvegarde de l'industrie du tourisme et de ses emplois est chose urgente. Déjà même avant la crise, les arrivées touristiques étaient en baisse, pendant que nos concurrents directs, eux, connaissaient de fortes hausses d'arrivées. Les revenus touristiques ont chuté d'environ 1 milliard de roupies de 2018 à 2019. Cela démontre que la stratégie adoptée et inchangée depuis des années ne marche plus. C'est le moment et l'occasion de changer de modèle économique et stratégique. Le paragraphe 92 dit que la MTPA invitera la presse internationale, tour opérateurs et agences de voyage pour faire découvrir notre offre touristique. Telles sont des initiatives prises maintes fois dans le passé. Cela n'est ni innovateur, ni créatif. Il serait judicieux d'investir dans le marketing numérique, sortir des sentiers battus et offrir un choix plus large et divers dans notre gamme de produits et services. Par exemple, pensez à l'écotourisme, au tourisme solidaire qui offrira une expérience plus authentique de la vie mauricienne tout en respectant l'environnement. Proposer une destination zen et séjour bien-être, offrir la possibilité de se ressourcer, développer le tourisme culturel et patrimonial, mettre en valeur nos produits locaux et artisanaux, notre cuisine mauricienne, développer les loisirs sportifs de nature, promouvoir notre atout plein air. La pandémie veut que les activités en extérieur sont privilégiées. Dans beaucoup de pays d'Europe, certaines activités en intérieur sont soit interdites, soit restreintes. Et contrairement à ces pays, l'île Maurice bénéficie d'un temps favorable tout au long de l'année. Investir dans une meilleure formation du personnel afin d'offrir un service de qualité. Créer des centres d'accueil touristique dans les villes et villages. J'accueille favorablement un cleaning et un embellishment programme, car selon les récents sondages, au fil des années, de moins en moins de visiteurs jugent convenable la qualité de l'environnement. Au fil des années, les visiteurs se sentent aussi de moins en moins en sécurité. Outre le rabais sur la location de terrains publics dans le cadre de l'Hotel Reconstruction and Renovation Scheme, dans le cadre de la relance verte, proposer des stimulus funds additionnels pour des rénovations qui seront écologiques et durables, et même la formation du personnel en compétences écologiques. Il faudra se fier sur une clientèle de qualité aux dépens de la quantité, car avec la récession mondiale, nombreux sont-ils à ne plus pouvoir s'offrir le luxe de voyager. Et, ajouté à cela, il est prévu une hausse des prix de 50% sur les vols pour que les transporteurs atteignent la rentabilité. Il nous faudra être rassurants et donner confiance aux voyageurs et promouvoir notre destination comme Covid-free. Avec le nombre réduit de voyageurs, la concurrence sera encore plus féroce, sans oublier que nos îles voisines sont aussi Covid-free. Selon l'Association internationale du transport aérien,
l'impact sur le segment du voyage long courrier sera bien plus sévère et durera plus longtemps. Il faudra donc, dans un premier temps, encourager un tourisme local et régional. Monsieur le vice-président, le protocole mis en place et les précautions sanitaires prises seront primordiales car notre appellation COVID-free est très fragile. L'efficacité de celui-ci déterminera grandement la pérennité de cette appellation, non seulement pour préserver ce label, mais aussi afin d'éviter une deuxième vague et protéger la santé des employés du secteur du tourisme et de toute la population. Un seul paragraphe dans le budget parle du protocole mis en place de l'arrivée jusqu'au départ. J'ai moi-même posé une question au Premier ministre le 5 mai dernier au Parlement à propos du protocole, mais qui, à ce jour, est resté sans réponse. Quelle est la stratégie pour prévenir et contrôler la propagation des maladies à travers le voyage? Aucun détail. Le flou total. Il nous faut investir dans des appareils modernes de dépistage à l'aéroport et au port, former plus d'officiers de santé afin d'augmenter notre capacité de dépistage aux frontières et informer tous les passagers mauriciens voyageant à l'étranger sur les maladies transmissibles et les précautions à prendre. Monsieur le vice-président, à long terme, l'avenir du tourisme dépendra beaucoup d'une volonté réelle de changement et dépendra surtout sur les incitations offertes par le gouvernement à le faire. Monsieur le vice-président, avant de conclure, je m'exprime quant à l'avenir de nos jeunes. Les jeunes sont des laissés-pour-compte dans ce budget. Avant même la COVID-19, 25% des jeunes se retrouvaient sans travail. Désormais, avec cette crise, les jeunes sont particulièrement vulnérables aux dégâts sociaux et économiques. Ces jeunes débutent à peine leur carrière et sont à une étape cruciale dans le développement de leur vie, mais se trouvent au milieu d'une conjoncture difficile où leurs perspectives d'embauche sont réduites. Un vrai plan de relance est nécessaire pour les jeunes. Investir dans nos jeunes, c'est investir dans l'avenir du pays. Monsieur le vice-président, le bien-être familial et la protection des personnes vulnérables sont des aspects particulièrement importants en ce moment de crise où les incertitudes face à l'avenir, les soucis associés aux pressions économiques et sociales peuvent créer une dynamique familiale difficile et exacerber les tensions au sein des ménages. Par conséquent, pendant le confinement, on a constaté l'augmentation en flèche de violences domestiques, au nombre exorbitant et choquant de 812 cas rapportés, dont 463 envers les enfants. Au début du confinement, qui n'oubliera pas l'horreur du meurtre d'une fille de 10 ans aux mains de sa mère et du concubin de celle-ci? Et cela, malgré que ce couple était déjà connu des officiers de la CDU, car la fille était une enfant battue et victime d'abus sexuels. Il est grand temps d'offrir une meilleure protection à nos enfants et de venir avec le Children's Bill. Monsieur le vice-président, avec les générations futures en tête, ce sera l'occasion pour nous de Build Back Better. Avec l'impératif de la reprise économique, la tentation est grande pour oublier la durabilité de nos actions. Il faudra s'assurer que nos actions visent à ne pas nuire à l'environnement en déclenchant d'autres problèmes plus graves à l'avenir. L'enjeu sera aussi de ne pas perdre de vue le défi primordial que constitue le changement climatique. Faute de quoi, les générations futures devront non seulement rembourser la dette massive qui s'accumule, une dette d'approximativement 300 000 roupies par habitant, mais aussi supporter le fardeau consistant à faire face aux crises futures liées au changement climatique. Monsieur le vice-président, une société durable ne saurait être bâtie avec son sein de grandes inégalités sociales. C'est un cancer qui ronge la société mauricienne et qui demande une attention immédiate et toute particulière avec un budget adéquat. Nous sommes assis sur une poudrière et nous avons le devoir de le désamorcer durablement.
Monsieur le vice-président, nous sommes conscients de la portée majeure de ce budget. L'heure est grave et je formule le souhait pour que nous ayons un débat constructif, au-delà des penchants de partisanerie, de manière que, quand la crise sera loin derrière nous, que nous pourrons être fiers de la collaboration et des décisions prises et de la manière que nous avons agi aujourd'hui. Merci. Thank you very much.